Un populisme courtois est un populisme qui meurt. L'Europe, depuis le départ, est fondée sur des piliers viciés et corrompus. Une espèce d'extrême centre a pris le pouvoir depuis le départ, et nombreux sont ceux qui ont trahi leur pays pour rejoindre la cause européenne. On a si bien intégré les impératifs européens qu'on en vient à considérer que la loi est contre nous. Être contre l'Europe, c'est fondamentalement être hors la loi. Ça veut dire faire le mal. L'Europe n'en a strictement rien à faire de gérer la maîtrise de ses flux migratoires. Ça ne l'intéresse pas. C'est le piège terminal de l'Europe, c'est la fin de la démocratie et c'est le règne du gouvernement des experts, tout simplement. Ilan Benessa, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau à Front Populaire. Vous êtes avocat, essayiste, vous avez écrit un certain nombre d'essais, vous êtes venu d'ailleurs en parler ici. Et vous revenez nous parler de votre dernier livre, On marche sur la tête, sous-titré « La France, l'UE et les mensonges ». C'est coécrit avec Guillaume Bigot, votre co-auteur. On va essayer de parler un peu de ce qui se passe en ce moment dans la politique française, évidemment. C'est les législatives, tout le monde ne parle que de ça. Au prisme de l'Union européenne, et on verra que c'est intéressant parce que je pense, en tout cas, vous me donnerez votre sentiment que c'est quand même un gros angle mort de la campagne. Mais petite question introductive, quand vous dites on marche sur la tête, ça sous-entend qu'il y a une absurdité en fait au fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce que c'est le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne qui dysfonctionne justement, c'est-à-dire que ça ne marche pas, enfin c'est une bonne idée qui fonctionne mal parce que les institutions dysfonctionnent, ou est-ce que c'est le projet européen, la construction européenne en elle-même qui est viciée depuis le départ et qui ne pouvait donner que des institutions dysfonctionnelles? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Oui, mais... Non, j'ai bien compris, Maxime. Je pense qu'on fait l'erreur de croire que les choses se sont finalement mal emmanchées avec le temps, qu'il y a eu une belle idée, vous savez, la paix, la réconciliation, l'union entre les peuples, les mantras en fait, de l'Union européenne, enfin, de la construction européenne. On s'imagine que ces mantras ont mal tourné, qu'au fur et à mesure, la finance a pris le pouvoir, le droit déconné, les experts savaient mieux, les peuples ont été dépossédés. Et ce qu'on montre dans le bouquin, et ce qui est pour moi l'invariant, c'est vraiment la structure même, c'est que, et c'est ce qu'on montre dans le livre à mon sens rapidement, brièvement, mais en même temps en profondeur, c'est que l'Europe, depuis le départ, est fondée sur des piliers viciés et corrompus. Depuis le départ. Il n'y a jamais eu d'échappatoire, il n'y a jamais eu de trajectoire de sortie possible, il n'y a jamais eu de remodelage de l'intérieur, ce genre de choses. En fait, depuis Jean Monnet, Robert Schuman et tous les autres, si vous prenez les belles intentions et en fait la manière dont immédiatement on a conçu le projet, il était destiné à tourner comme il a tourné, c'est-à-dire à devenir une sorte de technocratie incompréhensible qui nous vend un projet global et qui fait en réalité exactement le contraire. Donc il y a, pour moi, l'Europe c'est un paravent, donc on a un mot comme ça, l'Europe, on a un autre mot derrière l'Union européenne, on avait la CE, la CK, peu importe, tous ces acronymes ont été conçus pour sciemment masquer la réalité, c'est qu'une espèce d'extrême centre a pris le pouvoir depuis le départ, c'est agrégé grâce à aussi, faut le dire, à la volonté des partis politiques nationaux. Et nombreux sont ceux qui ont trahi leur pays pour rejoindre la cause européenne. Et au bout, en 2024, on a, au bout, une construction qui nous a enfermés, enclavés, bouclés à triple tour, et on ne sait pas par où est la sortie. Donc on marche sur la tête institutionnellement, démocratiquement, fonctionnellement, juridiquement, et on pourrait mettre socialement, environnementalement. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va, ça crève les yeux, et pourtant on est toujours là à se dire mais comment on fait, comment ça se fait? Voilà. Alors ça crève les yeux, et pourtant, parlons du coup un petit peu des législatives. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le grand absent de ces législatives, le sujet européen? Et ce qui est marrant, on pourrait même faire remarquer que même aux élections européennes qu'on a vues juste avant, non pas que l'Europe était absente des élections européennes, ça paraîtrait absurde pour le coup là aussi, mais on a l'impression que ça a été un débat un peu national, c'est-à-dire que, on l'a vu d'ailleurs avec les résultats du RN, même si Macron du reste, quand il dissout, dit oui, mais enfin le RN était devant à 31, certes, mais enfin c'est des élections européennes, c'est pas des élections nationales. On va faire des législatives, je dissous, et là les gens vont revenir au sérieux, etc. On ne parle pas, non pas même des sujets européens, parce que les sujets européens pourraient être des sujets nationaux, ils le sont souvent, mais du carcan, c'est un mot connoté, mais de la superstructure qui est au-dessus, chacun arrivé avec son programme, on débat, on dit, enfin on débat. Il y a des fascistes et des antifascistes. Qui sont l'équivalent des pro-européens et des soi-disant anti-européens. Ça revient souvent à ça. Mais comment est-ce que vous expliquez que vous montrez quand même dans ce livre tout
tout ce qu'on doit, entre guillemets, à l'Union européenne, tout ce qui nous contraint, ça devrait être l'éléphant au milieu du salon. D'ailleurs, je me demande si la formule n'est pas dans le livre. Et pourtant, on fait, là, en tout cas pour les législatives, on fait comme si ça n'existait pas. Il y a le fait que les élections européennes, en fait, ne portent pas sur l'Europe, en quelque sorte, et que les législatives ne portent de nouveau pas sur l'Europe. Enfin, il faudrait découper les choses, mais je pense qu'elles sont liées. Alors, clairement, les élections européennes, c'est des élections dont, au fond, personne... dont on ne comprend pas grand-chose. Les élections européennes, c'est les élections du Parlement européen, et le Parlement européen n'a, pour ainsi dire, pas de pouvoir. Il a des compétences extrêmement réduites, pour ne pas dire inexistantes. Il est tout, sauf un Parlement à l'échelle d'un vrai, on va dire, État fédéral européen. Des gens contestent que ce soit un Parlement, d'ailleurs, juridiquement strictement. Absolument. Donc, il y a, si vous voulez, je vais vite en besogne, hein, mais si vous voulez, de ce strict point de vue, l'Europe se vend toujours comme une espèce de parlementarisme ou de régime parlementaire, avec la Commission, évidemment les juges, évidemment le Parlement, etc. Donc, une composition un peu équilibrée. Et en fait, la Commission peut tout, le Parlement ne peut rien. Ce qui fait que on attaque toujours les élections européennes sans dire qu'elles ne servent pas à grand-chose. On élit des députés européens qui honnêtement sont là pour la beauté du geste, pour donner l'impression qu'il y a des représentants du peuple au niveau du Parlement européen, donc qui siègent notamment à Strasbourg, à Bruxelles, etc. Donc on donne cette impression de représentation parce que c'est important d'alimenter la façade, de dire qu'il y a quand même que la bécane tourne, que la machine est bien là, qu'il y a des députés, vous savez, qui recueillent la volonté des peuples. Ça permet de dire qu'on a l'ébauche d'une espèce de démocratie européenne. Mais, et c'est pour moi le lien sur les élections européennes et sur les législatives, d'une part, on ne veut pas entendre parler de la réalité, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ça déconne, mais on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie d'admettre qu'on vote pour des députés européens qui ne servent à rien. Et là, c'est droite-gauche confondu, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, même le RN et d'autres partis ont besoin d'avoir des députés au Parlement européen pour faire, comment dire, donner l'impression de participer à la machine de l'intérieur, dire qu'on va la réformer, la changer, transformer. C'est difficile du coup de dire, en fait, le Parlement européen ne sert à rien. Ça voudrait dire qu'on débat, on combat, on fait avancer des idées pour rien du tout. Et évidemment, pour les pro-européens, les europhiles, les eurobéas, peu importe, c'est absolument invraisemblable d'admettre cela. Ça voudrait dire qu'ils seraient disposés à s'asseoir sur la branche, comment dire, qu'ils sont en train de scier. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on évite de dire la vérité, c'est que les élections européennes ne servent à rien. Tout se passe à la Commission. La Commission, certes, ses membres dépendent des élections européennes partiellement, mais en fait, c'est pas là que se joue le cœur du pouvoir. L'Europe fonctionnerait, à la limite, très bien sans le Parlement européen. Il faut le maquiller, on a un Parlement très bien. Pour les législatives, on retrouve un peu le même problème. Pourquoi ? Parce que les partis, et là on voit la tambouille, je veux dire, générale, c'est-à-dire on a des législatives qui portent en fait sur quoi ? Sur les désistements, les alliances, les coalitions, les arrangements, enfin bref, l'espèce de bidouillage politicien, comme disait De Gaulle, pour trouver des alliances de pacotille et de fortune pour empêcher la montée du RN. Jadis pour empêcher la montée du RN, aujourd'hui pour empêcher le RN d'avoir la majorité absolue. On verra bien ce qu'il en sera. Mais dans cet éventail-là, dans ces alliances et coalitions, etc., il est impossible de parler d'Europe parce que tout ce qu'on avance comme idée, que ce soit sur le social, la justice, l'immigration, les retraites, le fonctionnement des institutions, la refonte de n'importe quel sujet en fait français, les grandes réformes, la sécurité, on pourrait mettre à plat tout le système. De toute façon, à un moment ou à un autre, tous ces sujets sont grignotés, interdits, vampirisés, flingués, détruits, démolis. Je m'excuse, mais on peut aller loin dans le vocabulaire à employer. Tout ça est vérolé par l'Europe qui, de toute façon, interdit au peuple et surtout à leurs représentants de faire les réformes. Donc, on a prévu un système dans lequel, quelque part, les élections françaises, notamment législatives aujourd'hui, c'est un grand jeu où on débat finalement des trucages ou des trucs et astuces politiciens avec cette histoire de RN, d'alliance, etc., pour ne surtout pas admettre que de toute façon, il y aura un moment ou un autre, c'est un blocage par l'Europe des velléités de réforme, qu'elles soient portées par le RN, par le Nouveau Front Populaire ou par qui que ce soit d'autre. Donc, mieux vaut ne pas en parler, sinon tout le monde se rendrait compte qu'en fait, si vous voulez, cette brioche, quelque part, ou ce gâteau français est d'ores et déjà préparé, conçu et flingué par le cuisinier bruxellois qui a prévu que de toute façon, la recette, elle vient d'en haut, elle ne vient plus de France. Alors justement, les partis n'en parlent pas parce que c'est sûr que c'est compliqué d'arriver avec un programme en disant
ça c'est notre programme, mais vous inquiétez pas, il ne sera pas appliqué parce qu'on n'aura pas le droit de l'appliquer, de fait. Exactement. En revanche, évidemment, il y en a qui font quand même un peu remarquer, quand ils lisent les programmes, que ça va être compliqué à appliquer. Alors, il y a eu quelques articles quand même là-dessus. Je vous donne un exemple, c'était l'Express le 1er juillet, donc c'est le lendemain du premier tour des législatives. Article de l'Express, législative 2 points, les promesses économiques hors la loi du RN et du nouveau Front Populaire. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que on sait qu'effectivement la Macronie, même si on vient de se faire redresser pour procédure de déficit excessif, et c'est quand même Macron qui est au pouvoir, donc il est un peu responsable. Si on prend le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, c'est quand même les deux élans, on va dire le populisme de gauche et le populisme de droite, pour aller vite. Ils représentent quand même beaucoup de gens en France. Et on a un titre donc de l'Express, mais d'ailleurs on leur en veut pas, c'est pas faux ce qu'ils disent. Hein, mais la vraie question, c'est qu'on devrait se poser la question, comment deux partis qui ont quand même beaucoup de gens derrière eux peuvent être interdits d'appliquer une partie de leur programme en disant que leurs mesures sont hors la loi. Alors bien sûr, on pourrait constitutionnellement, si je voulais faire quelque chose qui serait complètement... Si je voulais instaurer le fascisme en France, il y aurait le Conseil constitutionnel à bon droit et à juste titre qui me dirait « Calmez-vous, monsieur Le Négard ». Là, c'est pas de ça qu'il est question, c'est de la TVA sur l'énergie, il y a que des traités de libre-échange, je crois que le RN veut remettre en cause. Pour le nouveau Front Populaire, c'est des questions budgétaires surtout, parce que leur programme va coûter cher potentiellement, même s'il a été adoubé par un certain nombre d'économistes. Ça ne choque personne en fait, parce que ce que dit l'Express est vrai. Enfin, en gros, vous allez avoir un problème avec l'Union Européenne, mais les gens devraient se scandaliser. Alors de ça. En fait, on dit « Ah bah mince, en fait non, on ne pourra pas ». Complètement. Je vous rejoins d'autant plus que le problème du titre de cet article, que je n'ai pas lu, hein, donc là je fais un commentaire de titre, hors la loi, on a oublié ce que ça voulait dire. En fait, à la limite qu'on dise, ce qui est déjà un vrai problème hein, au niveau du consentement des peuples et de la démocratie, mais à la limite qu'on dise Bruxelles est contre, vous voyez, ou l'Europe risque d'y mettre son grain de sel, admettons, après c'est un jeu de pouvoir, etc. Non, c'est hors la loi. Ça veut dire qu'on a intégré, on a si bien intégré les impératifs européens qu'on en vient à considérer que la loi est contre nous. C'est qu'en fait, contre nous, c'est-à-dire contre les Français, contre les velléités de réforme, contre le peuple qui souhaiterait sortir un minimum des clous. Hors la loi, il faut bien s'en rendre compte. Et ce qui se joue derrière cela, l'Express ne fait que poursuivre un long fil, hein, c'est que les impératifs européens, la doxa européenne, les obligations posées par le droit européen, par les experts, par les juges, hein, on en reparlera peut-être, c'est une partie du livre mais pas que, c'est d'avoir rendu légitime et plus seulement légal les aspirations européennes. Légitime et plus seulement légal. C'est qu'en fait on a intégré toutes ces obligations dans ce qu'on appelle souvent l'état de droit. L'état de droit étant en fait la réunion de tous les impératifs européens, directives, règlements, recommandations, évidemment les arrêts posés par les juges, les décisions prises par les tribunaux, etc. Tout ça vient à constituer une même matrice qui s'appelle l'état de droit. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État qui aurait, imaginez comme programme diabolique, de dire qu'il va vouloir modifier, ne serait-ce qu'à une parenthèse, un tout petit morceau d'une inflexion européenne, change un minimum les choses, serait réduit à une procédure d'infraction, c'est comme ça que juridiquement on dit ça, une procédure d'infraction lancée par Bruxelles, mais ça devient, dans la bouche des journalistes, une notion de France hors la loi. Ça veut dire que les partis qui voudraient déroger un minimum aux impératifs européens ne sont pas seulement des partis qui risquent une infraction européenne, sont des partis hors la loi. C'est-à-dire méchants, pas bien, diaboliques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un impératif moral qui a été si bien intégré qu'être contre l'Europe, ce n'est pas seulement à la limite, contre l'Europe, que déroger à une parenthèse européenne, c'est pas simplement un peu mal faire, si je peux dire, c'est fondamentalement être hors la loi, ça veut dire faire le mal. Et là où ça devient intéressant, c'est que, historiquement, la loi devrait être l'expression de la volonté générale. La loi, on va dire, européenne est tout sauf l'expression de la volonté générale. Et pourtant, un peuple qui dit un parti politique qui dirait « je remporte ces élections, je suis donc légitime pour gouverner, je mets en place un programme, que ce soit en matière de justice sociale, en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière d'écologie ou quoi que ce soit, s'il est contraire aux impératifs européens, on va l'estimer hors la loi, alors même qu'il a été démocratiquement élu et choisi. La boucle est bouclée, on a d'un côté l'Europe qui tape sur les doigts au nom d'une loi introuvable, et de l'autre un gouvernement légitime qui n'a plus la loi de son côté, alors même qu'il a été choisi par les Français et par le vote.
c'est c'est le piège terminal de l'Europe, c'est la fin de la démocratie et c'est le règne du gouvernement des experts, tout simplement. Vous parlez dans le livre justement du rapport un peu pas de tous les partis, mais des grands partis à l'Union européenne. Et ce qui est marrant, c'est que s'il y avait, il y a encore quelques années, une majorité de partis pro-européens, disons-le comme ça, et des partis très eurosceptiques, à gauche comme à droite, si on prend la France Insoumise de l'époque, le plan A, plan B, c'est le programme de 2017, je pense sans doute, c'est le vrai programme populiste de Mélenchon. Ce qui est marrant, c'est que, alors là c'est une coalition, le Nouveau Front Populaire, il n'y a pas que LFI dedans, ça pose d'ailleurs tout un tas de problèmes de ce point de vue-là, mais parce que évidemment Europe Écologie Les Verts, vous le dites d'ailleurs dans le livre, c'est marqué dans le titre, eux ils sont Euro-BA jusqu'à... mais la France Insoumise au départ est assez eurosceptique. Le Rassemblement National, des mêmes années d'ailleurs, 2014, c'est les années Philippot, en fait, quand il est encore aux côtés de Marine Le Pen, ils sont pour le Frexit, ils sont très contre l'euro. Marine Le Pen veut faire des référendums pour l'appartenance à l'Union européenne, etc. Ces deux partis-là ont renoncé globalement à ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont cessé de progresser. C'est-à-dire que le RN est aux portes du pouvoir. Ils ont renoncé à la critique de l'euro. Alors, l'espace Schengen, c'est compliqué parce qu'ils continuent à critiquer l'espace Schengen. Ils veulent d'ailleurs le réformer et on leur fait savoir que va falloir réviser les traités. Et d'ailleurs, vous parlez de double verrou. On en parlera peut-être, c'est intéressant. Ça va être compliqué. Comment vous expliquez que c'était les deux forces eurosceptiques, on va dire finalement, le ex-front de gauche devenu la France Insoumise avec Mélenchon dans les années 2017 et le Rassemblement National, les deux se sont tout à fait calmés de ce point de vue-là, même s'il y a plus de mesures dans le programme du Rassemblement National qui vont rentrer frontalement en contradiction avec Bruxelles. Enfin, ma question est un peu longue, pardon, mais c'est... Ils renoncent à critiquer l'Union européenne officiellement et ils progressent électoralement. Alors, j'ai constaté là, avant le premier tour, donc j'ai pas actualisé, j'avais le propos là, sur l'analyse des programmes, mais j'ai vu que notamment sur les déclarations ou les présentations officielles de programmes notamment de LFI, du Nouveau Front de Gauche, pardon, mais dont LFI est quand même le moteur central, enfin le moteur principal, on retrouve effectivement l'idée de plus d'Europe, mais une Europe dans le sens de justice sociale, etc. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment formellement l'idée que l'Europe peut être bonne, ça dépend laquelle. Mais on veut quand même plus d'Europe, si tant est qu'elle soit écologique, solidaire, etc. Donc, effectivement, LFI, c'est... Vous voyez, je parle d'LFI et de Nouveau Front Populaire, parce que bon, c'est quand même difficile de ne pas voir l'un avec l'autre, peu importe. Et cette gauche-là, et en tout cas LFI, comment dire, c'est orienté, réorienté, c'est adapté à l'Union européenne, parce que je pense que petit à petit, je pense qu'il y a un double problème. Je pense que d'une part, ils ont voulu, et c'est plus simple, le RN a le même problème à mon avis, il y a une forme d'embourgeoisement. C'est-à-dire que la bourgeoisie, la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie, peu importe, il y a un embourgeoisement et se satisfaire ou être rompu à la chose européenne, accepter quelque part la mainmise européenne, c'est plus facile, c'est moins coûteux et c'est bourgeoisement plus acceptable. Donc je pense qu'il y a cette idée de se donner une façade un peu correcte. Mais je pense qu'il y a un double problème dont on parle assez peu. C'est à la fois une intuition de ma part et aussi une sorte d'analyse de la chose telle qu'elle tourne. C'est qu'il faut aussi l'admettre, les petites têtes blondes d'hier et celles d'aujourd'hui ont tellement ingéré, digéré la chose européenne, qui est tellement logique, rationnelle, indépassable, qu'il devient, à mon avis, plus les années passent, plus il est difficile de trouver des gens, une armée de gens qui vous suivent, si vous êtes officiellement eurosceptique ou si vous avez des critiques assez vigoureuses à l'égard de l'Union européenne. Donc, à la fois pour séduire, j'allais dire, des militants et des suiveurs, et en même temps pour calmer le jeu et donner une façade bourgeoise et respectable, l'Europe devient presque une obligation. Donc, ça fait que quelque part, il y a une montée effectivement de ces partis, tout en abandonnant les vieilles antiennes ou les vieilles critiques sur l'Europe, je suis d'accord avec vous, mais, et c'est là où le bas blesse, tout de même, je prends un exemple très précis, vous allez voir, je pense que le comparatif est aisé. Ça fait des années qu'on parle de référendum, sur tous les sujets. Le RN rêve d'un référendum sur l'immigration,
Et les LR eux-mêmes ont lancé l'idée d'un RIP, d'un référendum d'initiative partagée, puisque le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi immigration. Donc la question est de savoir si oui ou non on peut faire un référendum. Dans les années, vous parlez des années 2014-2016, Marine Le Pen parlait du référendum. Elle ne se demandait pas si le Conseil constitutionnel serait favorable, elle ne se demandait pas fondamentalement si le référendum était européennement acceptable, elle disait « vive le référendum » parce que le référendum c'est la démocratie directe. Vieille antienne, qui est parfaitement légitime, qu'on soit de gauche, de droite, du centre d'ailleurs, peu importe, on a le droit de vouloir du référendum. Même si aujourd'hui on dit populisme, hein, mais je veux dire, il n'y a rien de plus légitime qu'un référendum, il faut être sérieux 2 minutes. Et ce que j'observe, c'est que plus les années sont passées, plus on a commencé à se demander comment le Conseil constitutionnel accepterait ou non le référendum, se demander si la décision prise par référendum serait compatible ou non à l'Europe, donc si finalement on pouvait vraiment disposer de telles questions, tels problèmes, l'immigration, la sécurité, peu importe. Et je pense qu'en fait, plus on se rapproche du pouvoir, comme le Rassemblement national, plus il en vient à être angoissé quant à l'idée que casser les choses, remettre le référendum par exemple sur le devant de la scène, il en vient à être effrayé, à être paniqué à l'idée que ce soit finalement peu acceptable. Il y a l'idée que plus on se rapproche du soleil, plus on se demande si finalement on va s'y brûler les ailes. Donc on minore les critiques, on fait attention aux nuances et à la modération fixées par les juges et les experts, on en vient finalement à demander l'autorisation d'avoir le droit de parler de telle ou telle question, là où au début on ne se demandait pas trop et on ne demandait pas l'autorisation pour foncer sur le sujet. Plus on se rapproche du pouvoir, plus on se sent bourgeoise, plus on attend finalement une validation des autorités soi-disant légitimes, notamment l'Union européenne, et finalement on jette aux orties les problématiques, les angles qu'on avait à la base. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à la fois chez LFI et au Rassemblement national, et je crois que je pense que c'est une grave erreur, parce qu'un populisme courtois est un populisme qui meurt. Donc en même temps, on a un populisme qui veut exister, qui veut avoir un cœur qui bat quelque part, qui veut être séduisant, mais qui en même temps achève, ou plutôt fait crever les idées à partir desquelles il a pu monter. Parce que finalement, il jette en pâture ce qui a pu lui permettre d'exister. Je crois que si le RN en vient à laisser de côté cette rupture sur tous les sujets, je pense que oui, peut-être que les gens vont continuer à voter pour le Rassemblement national, ils vont peut-être avoir des ministres un jour, est-ce qu'ils serviront à quelque chose? Non, parce qu'ils risquent de ressembler à n'importe quel parti du centre-droit, comme LR ou quoi que ce soit, qui regardera la chose européenne avec une sorte de, peut-être de défiance, mais un peu trop poli pour changer quoi que ce soit. Et ça se voit particulièrement sur le sujet de l'immigration, justement, vous en parlez dans le livre, c'est un des grands sujets du Rassemblement national, même s'il parle beaucoup du pouvoir d'achat pour pas avoir l'impression de parler que d'immigration. Concrètement, parce que tout à l'heure on parlait du titre de l'Express, il disait que les mesures économiques du Nouveau Front Populaire et du RN étaient illégales. Tout le volet immigration, ils veulent redéfinir en fait l'espace Schengen pour que ne puisse circuler au cœur de l'espace Schengen que des Européens, en gros. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle aux frontières extérieures. Ils veulent un certain nombre de choses. Vous montrez bien que c'est pas possible, concrètement. Et d'ailleurs, vous expliquez que même la loi immigration, la fameuse loi immigration de Darmanin, qui a fait couler beaucoup d'encre, etc., on les a accusés de proposer un marchepied au Rassemblement national sur ces questions-là. En réalité, vous dites tout ça est très encadré par le fameux pacte européen sur l'asile et l'immigration, qui date d'ailleurs je ne sais plus si c'est 2013 ou de 2023 ou 2024. Enfin, bon. 2023, mais absolument. Ouais. Le pacte européen, il est discuté, enfin il est voté, il est délibéré. Je crois que c'est 24 heures, dans les 24 heures suite à la loi immigration de Darmanin. Il y a une espèce de congruence entre le pacte européen et la loi immigration. Ouais. Donc, sur le sujet de l'immigration, en fait, il n'y a pas besoin de pousser des cris d'orfraie, puisque le RN, si toutefois il avait la majorité absolue, ce qui est très peu probable à l'heure actuelle, enfin attendons les élections de dimanche, ne pourra pas appliquer son programme sur l'immigration, de toute façon. Alors, là vous me permettez une incise, on parle de loi immigration de Gérald Darmanin, j'observe là quand même que le Nouveau Front Populaire s'est désisté pour favoriser potentiellement l'élection de Gérald Darmanin.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher l'ironie, parce qu'en écrivant ce livre, on avait dans l'idée quand même de travailler sur des cas concrets. C'est ça que le bouquin est truffé d'exemples, notamment la loi immigration. Et on s'aperçoit que la loi immigration était portée par un Gérald Darmanin qui, à l'époque, était considéré par la gauche comme une espèce de figure quasi fasciste du gouvernement d'Emmanuel Macron, et que maintenant, le nouveau Front populaire est derrière lui pour lutter contre le RN. Enfin, on voit je pense quand même que les Français en peuvent plus de ça, mais enfin, peu importe, mais cette espèce de tambouille et d'arrangement perpétuel. Je vous coupe, mais en fait, je voudrais pas dire une bêtise, mais je me demande même si c'est pas Darmanin, en débat avec Marine Le Pen, qui lui avait dit qu'elle était un peu molle sur l'immigration. Oui, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est assez drôle, effectivement. Absolument. Alors, pour en venir au fond, l'idée du bouquin, et c'est exactement ce que vous rappelez, Maxime, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est que le bouquin se voulait non pas seulement une sorte, qu'on dit souvent, un quick book, vous savez, un court livre comment dire, pas uniquement un coup de poignard ou un brûlot, mais l'idée de détricoter le fonctionnement de l'Europe, pas de façon abstraite, mais avec des idées et des exemples qui soient les exemples d'actualité. Parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on a plusieurs lois et plusieurs réformes qui sont détricotées, discutées, déconstruites, ou voire même annulées ou abandonnées en cours de route, au travers de multiples prétextes. Et on ne parle même pas, ou pas toujours, de la question européenne qui se loge toujours au bout d'un moment derrière ou devant les réformes avortées. Réforme des retraites, par exemple, on pourra en parler Exactement. après. Alors sur l'immigration, c'est très simple. L'immigration et la question migratoire au sens européen, et d'ailleurs le RN a le même problème maintenant à l'occasion qu'ils prennent le pouvoir ou non, ça ne change rien à l'affaire pour l'instant. La question est simple. Premièrement, le RN, effectivement, rêve, mais ils ne sont pas les seuls, ils rêvent de transformer les règles du jeu au niveau des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, là-dessus, vous savez, la statistique, ou les chiffres valent ce qu'ils vaut, mais tout de même, il y a une dizaine d'années, un peu moins d'ailleurs, je crois que c'était 2015 ou 2016, j'avais lu à l'époque que Frontex, qui est quand même le garde-frontière européen, Frontex avait à l'époque le budget pour gérer toute l'Europe. Il faut imaginer les milliers de kilomètres à gérer de frontières. Frontex avait l'équivalent, pour son budget de fonctionnement, l'équivalent du budget de Charleville-Mézières. C'est-à-dire que, en gros, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est littéralement du foutage de gueule. On dit qu'on a formellement un garde-frontière, un organisme qui est chargé, une agence qui est chargée de gérer les frontières et qui est littéralement dénué d'un budget nécessaire pour faire le travail. Pourquoi? Parce que l'Europe n'en a strictement rien à faire de gérer la maîtrise de ces flux migratoires. Ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça que souvent, on a des discussions sur le sujet, mais au niveau du Parlement européen, qui est lui-même qui est lui-même tributaire en réalité des velléités de la Commission, qui elle-même travaille en concert ou indirectement avec les lobbies, qui eux-mêmes font valoir tous les jours des poussées qui sont pro-migrants et non pas anti-migrants. De toute façon, l'Europe a un premier problème, c'est que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de réforme de Frontex et qu'il n'y ait pas en réalité de modification de la façon dont l'Europe gère ses frontières. Ça, c'est peut-être le b.a-ba, mais il faut partir de là. Parce que avant qu'on me dise, vous savez, on rêve de fermer l'appartement, peut-être se demander quand même comment on ferme les communs, en quelque sorte. Avant d'y arriver, comment est-ce qu'on fait pour que l'immeuble, un minimum, ait une porte d'entrée sécurisée? Il n'y en a pas. Et de toute façon, il n'y en aura pas demain si on ne rentre pas dans une guerre du feu et un combat de tous les diables avec l'Union européenne. Mais il y a un deuxième problème. Admettons même, je suis extrêmement sceptique, mais admettons même que le RN tout d'un coup redécouvre une velléité d'aller au front, d'accord, de vouloir casser la baraque et de rentrer le RN ou quelqu'un d'autre, je me fous de savoir quelle est l'étiquette de la personne qui ferait ça. Admettons qu'il choisit d'aller au front avec l'Union européenne. Derrière la Commission, derrière le Parlement, derrière Frontex, etc., et les lobbies et les ONG, etc., pro-migrants, qui sont légion, je veux dire, à Bruxelles, légion, derrière tout ça, il y a une armée de juges qui œuvrent de la même façon les uns et les autres. Et là-dessus, je me permets, Maxime, une précision. On dit souvent de l'Europe une fausseté, mais qui arrange tout le monde. On dit souvent, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Les méchants populistes, dont je fais partie, disent trop souvent qu'il n'y a que certains juges européens qui sont méchants ou qui sont pro-Union européenne, qui sont les juges de la Cour de justice de l'Union européenne, basés au Luxembourg, d'accord? Et à côté de ça, on a les juges de la CEDH basés à Strasbourg. Et on dit souvent, déjà, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, il n'y a que certains juges qui pensent mal et pas les autres. Parce que la CEDH n'est pas une institution reconnue, c'est pas officiellement une institution de l'Union européenne. Exactement. Et en fait, ce qui était important pour moi de montrer dans le livre, c'était que, qu'on le veuille ou non, tout ça est un mensonge carabiné et voulu. Oui, il joue en double beaucoup. Pourquoi? Parce que
tous les traités, toutes les directives et même les arrêts des différents juges sont liés et s'autocitent. C'est-à-dire qu'en fait, tel juge européen cite tel juge européen qui cite tel organisme international. Ce qui fait que de toute façon, sur la question de l'immigration, pour revenir là-dessus, je prends l'exemple typique de l'immigration, on aura, quoi qu'il en soit, un juge de la Cour de justice de l'Union européenne qui applique les traités européens et qui va rappeler à la France ses obligations, c'est-à-dire que la libre circulation est le dogme fondamental, vous voulez le toucher, attention, vous êtes contraire au droit européen. De toute façon, la question des migrants, la question des réfugiés, toutes ces questions-là dépendent des valeurs et des standards posés par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une machine à empêcher les États de faire quoi que ce soit contre les minorités au sens large, et notamment la question migratoire, la question des migrants. Et de toute façon, ces standards fixés par la CJUE et par la CEDH ont été intégrés et mis en application par un juge français qui s'appelle le Conseil d'État, et qui lui-même a tranché la question des frontières et la question migratoire en fonction des attendus, des considérations et des décisions prises par les juges européens. Ce qui veut dire qu'on a, que ce soit au niveau politique ou au niveau juridique, on a un double verrou qui vient encadrer la volonté des États, double verrou qui est lui-même perpétué et mis en application par les juges français qui imposent au gouvernement français, national, les standards européens. Donc de toute façon, si vous voulez, pour être clair, ça veut dire que si demain, des politiques veulent casser la baraque, quel que soit le domaine, et notamment la question migratoire, il devra à la fois s'écharper avec ses propres juges, s'écharper avec les juges européens, s'écharper avec les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, et s'écharper, encore pire, avec la Commission et avec Frontex. Voilà les multiples choses trappes et les multiples verrous qui se succèdent. J'écris dans le livre que c'est une espèce de constellation de cadenas, et le problème souvent c'est qu'on s'imagine qu'il y a un morceau, mais on ne voit pas que tout le reste est lié, et que ça fait, plus les années passent, plus tout ça construit un système. Et c'est là où, à mon avis, le bout du problème, ou le cœur du problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à croire et du mal à comprendre que de 1960 à 2024, on a rajouté à chaque fois un cadenas et qu'au bout, on ne sait même plus par quel bout prendre le système pour tenter de le désosser. Donc de toute façon, on ne peut toucher à rien, ou alors vous êtes menacé des pires sanctions. Le Conseil constitutionnel rend une décision incompréhensible. Franchement, en disant incompréhensible, Maxime, je suis gentil. Il rend une décision qui est ubuesque et qui est stupide, et qui est à la lisière du crime de lèse-démocratie. Le Conseil est composé de gens qui sont tous pro-européens. Ça veut dire qu'on a créé des juristes apatrides, des experts apatrides, mais je pense vraiment qu'on ne peut pas avoir deux maîtres en même temps.